Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Bienvenue à ces lives, les premiers épisodes des 3 épisodes au total. On va discuter les sujets des investissements pour nos enfants, donc pour les parents, pour ceux qui sont parents, pour ceux qui ne sont pas encore, mais qui sont intéressés par les sujets. Bienvenue, ces lives, ça sera super intéressant. Même si vous avez déjà un niveau assez expérimenté sur les investissements, je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez apprendre de nouvelles choses. Surtout avec les simulations et quelques détails et une analyse de marché, une analyse de la société française. On va analyser aussi quel est le niveau des dépenses des parents normalement pour aider ses enfants. Donc ça va être super cool. Merci de votre présence ici ce soir. Je vais voir qui est là sur les chats. Je vois José, elle est là, Franck, Gilles, Fabrice, Loïc, Cola, Roland, Ali, Mansour, Dimitri, Dominique, Elio, Eduardo, Luc, Olivier, Sébastien, Danielé, Bernard, Sophie, Mathieu, Morgan est là aussi, EWR, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Sophie, son et vidéo ok. Franck aussi, son et vidéo sont ok. Donc on avance sur notre sujet. Allez, je vais aller sur la présentation. Donc aujourd'hui, on commence avec l'épisode numéro 1. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur en électrotechnique, j'ai un master en mobilité et véhicules électriques, j'ai aussi un diplôme d'analyste financier certifié par la Société française des analystes financiers. Je suis spécialiste sur la gestion des patrimoines et sur les marchés des small cap, les petites sociétés cotées en bourse. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous allez apprendre quelque chose. N'oubliez pas non plus de partager les liens avec quelqu'un que vous connaissez. Ça aide énormément la chaîne sur les longs termes. Comme ça, plusieurs personnes, de nouvelles personnes peuvent connaître notre chaîne. Ça marche? Donc, vous allez m'écouter avec mon accent brésilien pendant quelques minutes là. Normalement, nos lives durent entre 50 minutes et 1 heure. Et aujourd'hui, ça sera le cas. C'est les premiers épisodes des 3 parce qu'on va commencer de ces sujets, investir pour nos enfants, investir pour ses enfants. Depuis les niveaux débutants, on va avancer avec les concepts pour vraiment utiliser et faire des simulations et vraiment partager des astuces et des recommandations qui sont pertinentes avec la réalité de la majorité des parents. Donc, ces lives ne seront plus disponibles dans une semaine. Donc, cette série des 3 lives ne sera plus disponible d'ici un mois, d'ici 2 mois. Ça va rester que dans ma formation. Mais pas de souci si vous ne faites pas partie de ma formation. Si vous êtes ici disponible pendant cette semaine pour regarder ces lives, vous allez avoir accès gratuit. Okay? Donc, ne ratez pas cette opportunité. Les lives de vendredi vont rester maximum jusqu'à dimanche prochain disponible. Sinon, tout le reste sera dans les privés dans ma formation d'investissement. À chaque mardi, normalement à 20 h, j'ai fait un live d'investissement. C'est mardi, demain, je ne vais pas faire un live d'investissement parce que cette semaine, on a beaucoup plus qu'un live. On a une série de vidéos. Aujourd'hui, mercredi et vendredi à 20 h. Okay? Donc demain, on n'a pas de live parce que ça sera remplacé par cette série des 3 épisodes. Okay? Dans la description de la vidéo, vous avez mon Instagram, vous avez les liens de mon site, vous avez les liens des préinscriptions pour ma formation d'investissement. Vous avez aussi les liens d'inscription pour mon suivi des portefeuilles. Si vous voulez suivre mon portefeuille personnel comme professionnel, ce que j'ai fait avec mon argent, vous avez aussi ces liens disponibles dans la description. Dans 15 jours, il y aura des places disponibles dans ma formation d'investissement. Et pour ceux qui sont préinscrits, la préinscription, c'est seulement vous remplissez votre mail. Comme ça, vous allez recevoir les informations en avance. Les préinscrits ont un bénéfice, une réduction de 100 € par rapport au prix total. Ils vont recevoir les liens en avance. Comme ça, ils peuvent assurer une des 50 places disponibles. À votre place, je ferai ça. C'est gratuit pour faire la préinscription. Et en plus que ça, vous recevez en fait une réduction de 100 €. Ça marche? On va commencer notre sujet. Avant de parler d'investissement, avant de parler d'horizon d'investissement, avant de parler des cas spécifiques investir pour ses enfants, il faut qu'on parle de l'inflation actuelle parce que nous avons un livret A qui monte à 3%. Pourquoi pas, ça peut continuer à monter. Plutôt d'ici quelques mois, les gouvernements peuvent changer à 4%. Donc ça veut dire l'épargne de l'investisseur peut rentabiliser 3 ou 4% par an. Mais n'oubliez pas, si les livrets A augmentent, ça veut dire que l'inflation est encore plus élevée. Depuis 2015, l'inflation est plus élevée que les livrets A. Ça veut dire quoi ça? Que les prix des services et les prix des produits, c'est plus élevé l'augmentation
qui est simplement la rentabilité des épargnes. Donc, si vous avez 1000 euros dans l'épargne d'une année sur l'autre, vous allez gagner 3% si l'épargne est dans les livrets A. Mais en fait, l'augmentation des prix l'augmentation des prix des produits et services qui sont disponibles dans les marchés, quand vous allez au supermarché, quand vous payez la facture du portable, vous payez la facture d'électricité, tout ça il a une augmentation plus élevée que l'augmentation de votre épargne. Ça veut dire la rentabilité de votre épargne. Donc, vous devez toujours chercher un actif, un type d'investissement qui rentabilise minimum comme l'inflation. Parce que comme ça, vous assurez au moins les pouvoirs d'épargne, vous assurez au moins la vraie valeur de vos investissements. Donc, si vous bénéficiez d'un intérêt de 3%, comme dans les livrets A par exemple, sur les comptes d'épargne de votre enfant, et que le niveau d'inflation est proche des 5% ou 6%, vous perdrez certainement de pouvoir d'achat au fil des années, alors que vous pensez réellement épargner de l'argent. Donc, à nouveau, c'est juste par écrit ce que je viens de résumer avec les graphiques. Ça ne sert à rien de rentabiliser sur une épargne 3% ou 2% et l'inflation, avec une valeur d'inflation un peu plus élevée. Évidemment que ça ne sera pas toutes les années que l'inflation va toucher peut-être 5 ou 6%, mais vous devez toujours avoir un type d'actif, un type d'investissement, un compte d'investissement qui rentabilise plus que les livrets A. Parce que normalement, les livrets A restent en dessous en fait, de la moyenne de l'inflation. Les gouvernements essayent de faire rentabiliser un peu plus l'épargne quand l'inflation est élevée, mais ils n'arrivent jamais à toucher la valeur réelle de l'inflation ou payer plus que l'inflation, surtout après les années de 2015-2014. Okay? Bon, ici, c'est juste un exemple que j'ai montré déjà sur un live quand j'ai parlé de marché américain, mais sur le marché européen, c'est toujours la même chose. Un petit café aux États-Unis dans les années 90, ça coûtait 25 centimes. En 2022, ça coûte environ presque des dollars. Je parlais euros, 0,25 centimes, c'est des dollars. Donc, vous voyez ici qu'au fur et à mesure que les décennies ont passé, nous avons une augmentation nette du prix du café. Et ça ne se résume pas seulement au café, c'est au prix des nourritures, les prix de l'électricité, du téléphone, etc. Ça, c'est l'inflation. C'est une augmentation invisible. Je sais qu'ici, vous qui regardez les lives, 90% sont français, 8% sont belges. Moi, je suis brésilien. Et moi, comme Brésilien, je n'ai pas vécu la pire histoire de l'inflation du Brésil. Mes parents, ils ont vécu ça. En fait, à chaque jour au supermarché, les gens qui travaillaient au supermarché changeaient les prix des produits. Donc, si tu prenais un sac de riz et si tu s'est baladé pendant 1 heure dans le supermarché, c'est sûr que l'employé allait te chercher pour changer les prix du riz. Donc, l'inflation, elle était même par air dans les années, fin des années 80 au Brésil. Je n'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu dans un pays, entre 2017 et 2023, l'inflation au Brésil a touché plus de 80%. En Argentine, qui c'est un pays voisin, c'est 100% par 1. Donc, les choses doublent des prix par 1. Donc, vous voyez les niveaux que l'inflation touche des pays avec la devise, un type de devise plus faible, mais ça n'empêche pas que l'inflation touche aussi l'Europe avec l'euro et ça touche les États-Unis avec les dollars. Encore les 2 principales devises du monde. Donc ici, nous avons un comparatif, c'est les plus récents que j'ai trouvé, août 2022 par rapport à août 2021. Je pense que dans 2 ou 3 mois, nous aurons une actualisation sur beaucoup des sites qui font l'analyse de l'inflation pour un comparatif de 2023 par rapport à 2022. Mais ici, vous avez les viandes surgelées, une augmentation de 28%, viande hachée 21%, des mouchoirs à 18%, des plats cuisinés à base de pâtes 17%, et surtout 16%. Donc, vous avez beaucoup de produits que nous utilisons dans les quotidiens. Nous avons une augmentation de 16, 18, 19, 21, 28%. Et donc, si notre épargne n'augmente pas proportionnellement, si le salaire n'augmente pas, c'est déjà grave. Mais si l'argent que nous allons faire l'épargne, si l'épargne de chaque mois ne rentabilise pas, là, nous sommes en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, pour terminer cette analyse de l'inflation et pour vous convaincre que laisser de l'argent sous les matelas ou sur l'épargne, compte d'épargne classique, c'est vraiment jeter de l'argent dans la poubelle. Et ici, c'est pour résumer, c'est un index, un ratio qui nous montre en fait l'évolution des prix depuis 2006 jusqu'à fin 2022. Donc, par exemple, pour aller au supermarché et acheter tout ce qu'on a besoin pendant les mois, avant, ça s'est mesuré comme 8,3.
Okay? Donc, imaginez que pour résumer, les prix moyens des produits, c'était 8,3. Et actuellement, à la fin 2022, il était 25. Donc, pour résumer, ces graphiques, ils montrent que les prix sont 3 fois plus chers en faisant les comparatifs entre l'année de 2006 et l'année de 2022. Et ça, c'est plutôt la même période d'investissement, si vous voulez, que vous allez faire des investissements pour vos enfants. Peut-être vous allez commencer vous allez commencer à investir pour votre enfant, il a 1 an d'âge ou quelques mois, donc vous avez 16, 17, 18, 20 ans d'horizon d'investissement. Mais pour des autres investisseurs, vos enfants, ils ont déjà, je sais pas, 10 ans, 12 ans, donc vous avez une période plus petite. On va discuter pas par ces sujets aussi. Je vous promets, les sujets d'aujourd'hui, ça vaut carrément la peine de garder. C'est un type d'investissement que vous allez faire pendant plusieurs années et surtout quand ça concerne les enfants, la majorité des parents préfèrent aider les enfants que simplement d'épargner pour la retraite, par exemple. Il y a même une étude que je vais vous montrer que c'est bien le cas. Okay? Donc, il ne suffit pas d'épargner, il faut rentabiliser et nous allons faire des simulations, pas seulement dans mon Excel, des simulations, mais sur un site qui fait des backtests. Je vais vous expliquer ce qui sont les backtests tout à l'heure. Okay? Bon, on va commencer avec une étude intéressante ici, les sacrifices des parents pour financer les études de leurs enfants. Ça, c'est une étude mondiale, mais ensuite, je vais vous montrer les données de la France. Dans le monde en moyenne, 91% des parents financent les études de leurs enfants. En France, les pourcentages, dans ces cas, c'est plus petit, parce qu'en fait, on a beaucoup d'universités, des écoles publiques, donc beaucoup de gens vont étudier gratuitement en France. Seuls 15% des enfants en études supérieures participent au financement de ses propres études, de leurs études. Et les parents en France dépensent en moyenne 4 924 € par an pour les études supérieures de leurs enfants. Donc 4 924 €. Okay? Il y a certaines études qui disent que les parents vont dépenser 3 000 € par an pendant la phase d'études. Des autres vont dire 4 900. Et s'il faut payer les logements, etc., ça monte à 8 000 € par an. Donc on va étudier ces cas. 46% des parents seraient disposés à s'endetter pour financer les études supérieures de leurs enfants. Donc, évidemment, la moitié des parents sont prêts à faire ça. 70% des parents estiment que l'éducation de leurs enfants est plus importante que leur propre épargne retraite. Vous allez me dire sur le chat, est-ce que vous jugez qu'épargner pour vos enfants, il a les mêmes niveaux d'importance au moins qu'épargner pour votre retraite? Oui? Non, pourquoi? Vous pouvez répondre sur les chats, je vais lire dans quelques secondes. Et 27% des parents affirment que l'éducation de leurs enfants est la dernière dépense qu'ils sacrifieraient. Donc ça veut dire que c'est vraiment une priorité, pas seulement pour les parents français, mais aussi dans la moyenne des parents du monde entier. Donc nous savons que c'est vraiment une priorité, mais malheureusement, beaucoup des parents ne savent pas comment commencer, ne savent pas comment investir pour ses enfants. C'est pour ça qu'on est là, pour apprendre ça pendant ces premiers épisodes et continuer sur le deuxième et le troisième. Okay? Je vais voir les chats, on a un petit délai de 10 ou 15 secondes. Donc je vais juste actualiser pour voir si vous avez répondu quelque chose ici. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde les lives et il n'y a même pas d'enfants? Juste pour curiosité aussi. Evan, rendez-vous dans 15 jours alors. Evan, tu seras très bienvenu. Tu verras que ça vaut carrément la peine de participer de notre groupe. Notre communauté, elle est assez active. On a un groupe Facebook super cool. La formation, c'est de A à Z. Tu vas rien rater. C'est pour ça que nous donnons aussi une garantie de 30 jours absolus. Si les gens ne sont pas contents, il suffit de demander le remboursement. C'est ce niveau de confiance qu'on a sur notre formation. Popcorn, oui, c'est très important d'éduquer financièrement les enfants. Luc, oui, j'ai gardé live, mais pas d'enfants encore. Très bien. Morgan, oui, on veut les meilleurs pour nos enfants. Elio, pas d'enfants. Très bien. Mais c'est déjà bien de savoir quoi faire. Peut-être si vous êtes oncle, tante, je ne sais pas, vous pouvez donner des conseils aussi à vos proches. Allez. Il ne faut pas oublier non plus que faire des investissements pour les enfants, c'est plutôt la même chose que faire un investissement pour soi-même si vous voulez en fait faire un investissement plutôt sûr, de long terme, bien maîtrisé, de manière passive. Donc vous pouvez profiter des connaissances de ce live aussi pour utiliser pour soi-même. Donc quelques informations très importantes que je vais utiliser aussi dans la moyenne de nos études, des simulations qu'on va faire.
Les parents français dépensent 16 700 $, environ 15 000 euros, pour l'éducation de leurs enfants en école primaire jusqu'au niveau Bac plus 2. 92% des parents sont prêts à faire des sacrifices personnels pour leurs enfants. On a déjà vu ça. 74% des parents français, c'est-à-dire 3/4, financent les études de leurs enfants par leurs revenus courants, alors que 19% d'entre eux se servent de son épargne et de ses placements ou de ses assurances. Donc ici, on voit que seulement 19% des parents arrivent à épargner pour pouvoir aider leurs enfants au moment opportun, au moment qu'il faut payer les études, en échange, etc. Donc évidemment, quand je vais faire les simulations à partir de maintenant, etc., je ne peux pas considérer tous les cas possibles. Je ne peux pas considérer une famille qui a un revenu de 16 000 euros par an. Je ne peux pas considérer non plus une famille qui a 200 000 euros de revenus par an. Je dois utiliser des valeurs moyennes. Et c'est pour ça aussi que vous allez avoir accès à mon simulateur, ok, qui est disponible dans la description de la vidéo et dans les chats. Comme ça, vous pouvez simuler avec des valeurs d'après votre réalité financière. Donc, je vais utiliser la moyenne des Français parce que ça va en fait être le cas de la majorité des gens. Okay? Dans quelques secondes, on va commencer à parler déjà de quelques données un peu plus réalistes pour simuler. Donc, 3 670 euros par an, c'est l'aide financière moyenne aussi de cette étude qui montre que les parents vont utiliser pour aider ses enfants quand les enfants ont entre 18 et 24 ans d'âge. Donc, on peut résumer, ils vont utiliser ces montants d'argent pendant 5 ans, par exemple, pendant la phase qu'ils seront à l'université où ils vont faire un échange. Okay? Normalement, les parents vont arriver à épargner 8% de leurs revenus pour les enfants, pour les aider. Certains foyers vont monter jusqu'à 15%. Et si les enfants ont besoin de payer les logements, etc., ça fait monter jusqu'à 8 500 euros par an en moyenne. Donc voilà, j'ai eu besoin de chercher la moyenne des Français, les comportements des Français, des parents, de savoir quelles sont les dépenses moyennes aussi pendant la phase d'études pour pouvoir simuler et recommander quelque chose de réaliste et qui vraiment peut aider les parents et les enfants. Moi, j'ai déjà fait les portefeuilles avant d'avoir ma formation, mon suivi des portefeuilles, etc. J'ai travaillé beaucoup avec des rendez-vous 1 par 1. Donc, ça veut dire que j'ai rencontré des investisseurs pour faire la gestion des patrimoines, donner des conseils. J'ai fait plus de dessins portefeuilles 1 par 1, étudiant cas par cas. Je peux dire que peut-être 40 ou 50% des gens ils sont des parents. Et donc, j'ai déjà fait plusieurs portefeuilles de ce type-là. Et évidemment, ça dépend au niveau des revenus, au niveau des dépenses des parents, mais les comportements de ce type de portefeuille, de l'épargne pour les enfants, toujours on va voir quelques caractéristiques en commun, on verra ensemble ici. Donc, on va partir de quelques principes de base. Okay? L'horizon d'investissement, ça va de 8 ans à 20 ans. Michael, mais pourquoi 8 ans? Mon enfant, il a déjà 15 ans d'âge ou 16 ans d'âge et je souhaite investir pour lui. Bien sûr, vous devez commencer le plus tôt possible. Mais je vais partir du principe de 8 ans à 20 ans parce que pendant cette période minimale de 8 ans, je peux vous assurer mathématiquement et avec l'historique de la bourse que difficilement vous allez sortir avec moins d'argent par rapport à l'argent que vous avez investi. Okay? C'est la période qu'on dit que c'est impossible d'être perdant si vous investissez à moins de 10 ans, 12 ans. Donc, les minimum 8 ans avec un bon portefeuille bien établi, vous pouvez assurer des résultats positifs déjà. Et donc, si vous pouvez épargner pendant 15 ans ou 20 ans, les résultats seront très différents. J'ai simulé, je vais vous montrer les résultats tout à l'heure. Un parent qui peut épargner une quantité X par mois pendant 15 ans et quelqu'un qui peut faire ça pendant 20 ans, les résultats finaux est énorme parce que l'effet boule de neige de la 16e, 17e année jusqu'à la 20e année, c'est énorme parce que si vous gagnez 10% à la 16e année, vous gagnez 10% par rapport aux autres 15 années que vous avez déjà épargné. Donc vous voyez, ça fait un effet boule de neige à chaque gain, à chaque rentabilité. Par année, ça en fait, ça va jouer sur tous les montants déjà accumulés. Donc chaque année qui passe, ça augmente énormément, ça fait un effet exponentiel. Okay? Les montants total disponibles. Donc combien mon enfant aura besoin quand il aura 18 ans, 17 ans, 20 ans, 19 ans, 21 ans. Dans la moyenne des études, ça va varier de 18 500 à 40 000 euros. 18 500, ça permet déjà les parents à aider ses enfants avec 3 000 euros par an dans la moyenne. Donc,
payer les études ou sinon aider à payer les logements. Si vous habitez dans les logements de l'université, ça aide à payer déjà les loyers et payer une partie du supermarché. Donc voilà, la limite supérieure, ça n'existe pas. Ah, je vais épargner pour mon enfant 1 million d'euros. Allez, ça dépend, il faut être réaliste avec votre revenu. Mais les minimums, on va dire que c'est 18 500. Ah, Michael, mais je pense que ça quand même, c'est un paquet d'argent, peut-être 10 000 euros, ça suffit. Parfait. Dans la simulation, vous allez simuler les maximums avec 10 000 euros. Je vais vous apprendre à faire ça tout à l'heure. OK? Donc, on va partir de ces principes. On va utiliser donc la moyenne des Français. Comme j'avais dit, on va travailler avec la moyenne parce que les cas extrêmes, ce sont peu de personnes qui vont vivre les cas extrêmes. Je vais calculer avec la moyenne et après, vous pouvez adapter les fichiers, ce que je vais vous montrer pour simuler pour vous-même. Ça marche? Donc, cet effet boule de neige, évidemment, ceux qui font partie de ma formation, qui regardent mes lives ici, ça fait longtemps, connaissent déjà très bien. Mais toujours, il y a de nouvelles personnes qui tombent sur les lives et ne connaissent pas l'effet boule de neige. Donc, c'est toujours intéressant de montrer ça. Beaucoup de personnes pensent que les gains dans la bourse, dans les investissements, dans l'immobilier, en fait, ça, on peut l'appliquer partout. Beaucoup de gens pensent que en fait, les gains sont comme dans les données en bleu, comme dans la courbe bleue. Si j'ai un montant de 100 euros, si je gagne 10%, après ça va donner 110. Si je gagne 10%, ça va à 120, 130, 140. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'existe pas. Dans la vie réelle, nous avons des intérêts composés. Pourquoi ça s'appelle intérêt composé? Parce que les gains de l'année suivante, il va être calculé par rapport aux montants déjà acquis. Donc, si nous commençons avec 100 euros, vous gagnez 10%, on va avoir 110. Maintenant, si vous gagnez 10%, vous allez gagner 10% des 110. 10% des 110, ça donne 11. Donc, 11 plus 110, ça va donner 121. Maintenant, si vous gagnez 10% des 121, donc vous allez gagner 10% des 121, ça donne 12,1. Donc 12,1 plus 121, ça va donner 133,1. Donc vous voyez qu'à chaque année que vous gardez comme un horizon d'investissement, plus longtemps vous restez avec l'investissement, plus vous allez gagner. Regardez que la différence dans la vraie vie, en orange, par rapport à ce que les gens pensent qui fonctionne comme ça, en bleu, la différence, elle est énorme. Après 10 ans d'investissement avec 10% de rentabilité par an, nous avons ici doublé les montants dans les cas fictifs, en bleu, mais nous avons beaucoup plus que ça, presque 3 fois ici, 3 fois les montants originaux dans la courbe en orange. Donc, dans la vraie vie, si nous avons une dette avec la banque, si vous ne payez pas la dette, évidemment que les intérêts commencent à couler et à chaque fois, vous avez une dette plus importante. Si vous placez l'argent pour travailler pour vous, donc l'argent aussi il va rentabiliser beaucoup plus rapidement. Okay? Ça, c'est un concept de base assez important. Il faut que tout le monde puisse connaître ces sujets. Et pourquoi nous parlons d'un horizon de long terme? Parce qu'un horizon de long terme est un énorme avantage pour les investisseurs. Investir à long terme, c'est une stratégie gagnante déjà de base parce que vous pouvez passer 10 ans, 15 ans, 20 ans d'investissement. En fait, on s'en fout si les marchés vont avoir 2 ou 3 crises pendant cette période parce que vous avez assez de temps pour récupérer en fait les baisses des courts termes du marché. Exemple, imaginez que vous avez seulement 3 ans pour investir et vous commencez en 2007, en 2006. Donc, quelqu'un qui a commencé en 2006, il dit « Ok, en 2009, je vais retirer mon argent des investissements, de la bourse, de certains secteurs, du marché immobilier, etc. » En 2006, ok. 2007 a commencé la crise. 2008, c'est la crise. 2009, les marchés n'ont pas récupéré complètement, par exemple. Cette personne, en fait, qu'elle a fait des investissements, elle va quitter les investissements en négatif parce qu'elle avait une période d'investissement qui était courte, 3 ans. C'est pour ça que la recommandation, c'est à partir des 8 ans d'investissement, vous assurez déjà une stratégie gagnante si vous avez un portefeuille déjà bien diversifié. Ces données qui sont ici sur l'écran, on va regarder ici déjà à gauche, en haut, les MSA World X US. Ça veut dire c'est un indice, c'est la moyenne de toutes les sociétés du monde à part les États-Unis. Qu'est-ce que c'était la rentabilité de ce type d'investissement entre les années 70 et 2018? Donc, quelqu'un qui a investi pendant une période d'un an, donc la deuxième ligne, 1 year,
positif 70%, négatif 30%. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un qui a commencé à investir les 1er janvier, pour quitter les 1er janvier de l'année suivante, ça veut dire une année, one year, 70% des cas, elle a terminé l'année au positif et 30% des cas, elle a terminé une année au négatif. Ensuite, ils ont fait la même étude, mais maintenant avec une période de 5 ans. Ils ont regardé entre les années 70, 75, 71, 76. Donc, ils ont fait ça jusqu'à arriver à 2000, 2005, 2001, 2006, 2002, 2007. Donc, toujours avec une différence de 5 ans de période. Ils ont vu que quelqu'un qui a investi, il a gagné 89% du temps contre 11% était négatif. Mais si on monte à 10% d'horizon d'investissement, si on commence dans les années 70 jusqu'à les années 80, 71 à 81, 72 à 82, jusqu'à arriver à 2000, 2010, 2001, 2011, 100% des cas sont positifs. Donc, ça veut dire que la personne elle peut passer par n'importe quelle crise à la moitié du chemin. Elle va sortir du marché avec une rentabilité positive. Sur 12 ans, 15 ans ou 20 ans, donc alors, on a assez de temps pour se récupérer de n'importe quelle crise. Par exemple, pendant la crise qu'on a vécue en 2020, vous avez vu, les marchés les baissaient de 30%. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? Une valeur beaucoup plus élevée qu'à cette époque-là. Parce que les marchés de la technologie s'est développé, les ventes en ligne ont développé, certains secteurs sont bénéficiés. Et si on fait un investissement bien diversifié, on ne va pas avoir seulement un secteur dans les portefeuilles. On va justement avoir plusieurs secteurs. Parce que si un secteur ne va pas bien, un autre va rentabiliser un peu plus. Okay? Donc, je vais passer ici. Et donc, vous avez des autres données pour les marchés anglais, pour les marchés américains, pour les marchés de l'Europe et pour les marchés émergents. Donc, si vous allez regarder tout à droite les S&P 500, entre 1926 et 2018, il y a 5% des périodes des 10 ans où les gens sont sortis négatifs et 95% du temps, elles sortent positifs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous prenons les périodes de la Deuxième Guerre mondiale et nous retirons cette période de la Deuxième Guerre, il n'y a pas de période des 10 ans que les gens n'ont pas sorti positifs des investissements diversifiés sur les marchés américains. OK? Ici, nous avons la courbe en bleu des MSCI World. Donc, ça veut dire un panier d'actions. Vous n'avez pas besoin de choisir vos actions. Vous pouvez simplement acheter un panier déjà prêt. Ça existe pour acheter dans les comptes titres ordinaires, dans les PEA, dans les assurances vie. On peut acheter un actif qui s'appelle MSCI World. Il représente les principales sociétés du monde. Okay? Un petit pourcentage sur chaque société du monde. Et donc ici, il a rentabilisé entre 2008 et 2023, donc une période de 15 ans, plutôt les mêmes horizons que nous avons pour les enfants, par exemple. Il a accumulé 358%. Okay? Donc une rentabilité importante, même en passant par la crise qu'on a vécue en 2020 ici, même en passant par cette crise de l'inflation un peu plus élevée qu'on a actuellement, même en passant par les conflits des États-Unis, conflit économique des États-Unis contre la Chine en 2018 aussi, qui a commencé en 2018, en passant par la crise de l'Europe avec la Grèce dans les années 2010. Okay? Donc, vous avez un horizon de long terme, vous êtes blindé, en fait, contre justement les crises des court terme. Donc ici, depuis 1971, il n'y a pas eu de période de 15 ans au cours de laquelle un investissement dans l'S&P 500 vous aurait fait perdre votre argent. L'investissement constitue donc la meilleure alternative. Donc ici, c'est un graphique qui montre plutôt la même chose. Un bleu foncé, la meilleure performance possible de l'S&P 500 pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, etc. Donc la moins bonne performance de l'S&P 500, si vous dépassez en fait la période des 10 à 15 ans, là vous assurez la rentabilité positive. Bon, et maintenant on va passer au cas pratique du coup. On va utiliser les montants de 18 500 qui va donner plutôt 3 000 € et quelques par an que vous allez utiliser pour aider vos enfants quand il aura 18 ans, 20 ans. Et donc, ça c'est les montants moyens. Comme j'avais dit, je vais utiliser des valeurs moyennes du marché français. Et on va étudier combien on doit épargner par mois avec certaines rentabilités pour assurer ces montants d'ici 18 ans.
Et ensuite, je vais vous montrer les mêmes simulations si vous n'avez pas 18 ans d'horizon, mais si vous avez 12 ans ou si vous avez un peu moins d'horizon d'investissement. Donc, à nouveau, ici, si vous souhaitez que votre enfant ait 18 500 € à ses 18 ans d'âge pour débuter dans la vie, il faudra que vous placiez 71 € par mois avec un taux de 2% par an. Ou sinon, 54 € par mois avec un taux de 5% de rentabilité. Ou sinon, 44 € par mois avec un taux de 7 ans par an. Okay? Je vais vous montrer ça dans la simulation dans quelques minutes. Si vous avez donc un horizon de 18 ans, les résumés c'est ça, 71 avec 2% de rentabilité par an, 54 avec 5% de rentabilité par an, 44 € avec 7% de rentabilité par an. Mais si vous avez un horizon de 12 ans, pas 18, 12, quelqu'un qui a une rentabilité de 2% par an doit épargner 114 € par mois. Mais cette personne, elle doit épargner 95 si elle fait l'argent rentabilisé à 5% par an. Et 84 € par mois si le taux est de 7% par an. Bon, qu'est-ce qui arrive si vous avez seulement 8 années pour épargner pour vos enfants? Donc là, vous avez une valeur beaucoup plus élevée. Vous devez épargner 178 € par mois avec un taux de 2% pour arriver à 18 500 € d'ici 8 ans. Sinon, 158 € par mois avec un taux de 5% et sinon 146 € par mois avec un taux de 7%. Faites attention avec cette valeur ici, des 158, la valeur intermédiaire, parce que c'est cette valeur-là qu'on va plutôt simuler. Imaginez, si j'ai 8 ans d'horizon d'investissement, j'ai besoin de 150 € par mois, okay, avec une rentabilité de 5% par an pour avoir d'ici 8 ans 18 500 €. Mais si je commence avec 18 ans d'avance, donc j'ai 10 ans de plus pour épargner, j'ai besoin d'épargner seulement 54 € par mois. Donc regarde la différence d'épargner 54 € par mois par rapport à celui qui épargne 158 € par mois. C'est presque 3 fois plus. Parce que c'est lui, il a 18 ans d'horizon d'investissement et les derniers 8 ans d'horizon d'investissement. Et quelqu'un peut me poser la question, « Ouais, Mickaël, pourquoi ce n'est pas proportionnel? On va diminuer 10 ans et en fait, on doit épargner 3 fois plus. » Parce que comme j'avais montré, on a un effet boule de neige. Plus longtemps vous restez avec les investissements, ça fait monter plus rapidement après la 6e, 7e, 8e, 10e année. Vous gagnez par rapport à tout ce que vous avez accumulé avant. Donc ici, les données, avant d'avancer, avant d'aller sur la simulation, je vais voir vos questions, si vous avez écrit quelque chose pour qu'on puisse avancer. Morgan, ces tableaux seraient aussi intéressants si on avait des résultats positifs par rapport à l'inflation. Très bien, Morgan. Les plus intéressants, c'est toujours être positif par rapport à l'inflation. Ça, c'est un point important. Il faut préciser que les taux présentés sont l'inflation non comprise. Mais bien sûr, il n'y a pas de l'inflation comprise ici. Les 2% là, ce n'est pas compris l'inflation. Les 5%, ce n'est pas compris l'inflation. Et les 7%, ça ne compris pas l'inflation. Okay? Donc là, si l'inflation, par exemple, vous avez une rentabilité de 2% et l'inflation est de 5, vous êtes perdant. Si l'inflation est de 6 et vous faites une rentabilité de 5, vous êtes perdant par rapport à l'inflation. L'objectif, comme j'avais dit tout au début, c'est de rentabiliser minimum comme l'inflation. Et on va voir si c'est possible d'avoir une rentabilité de 5, 6 ou 7%, qui normalement c'est plus élevé que l'inflation, plus élevé que l'historique de l'inflation, pour investir pour ses enfants. Ça, c'était pendant l'introduction que j'ai fait au début du live. OK? Donc, on a ici l'effet de l'intérêt composé. Donc, la question qu'on arrive, c'est la suivante. On a vu dans l'introduction qu'on a l'inflation. On doit rentabiliser minimum comme l'inflation. Comme dans les livrets A, on a 3% actuellement, on doit chercher des actifs qui font minimum 5, 6 ou 7. Parce qu'ici, dans la moyenne historique, l'inflation est de 2,5%, entre 2 et 3%, évidemment, dans l'histoire de la France. Ça dépend de la décennie qu'on choisit. Si on prend plusieurs décennies, l'inflation en France, ça reste dans environ 2,5%. Donc, ça veut dire qu'on doit rentabiliser 2,5% plus quelque chose pour faire l'argent travailler pour nous, pour vraiment faire l'argent travailler pour soi-même, pour rentabiliser plus.
Okay? Donc, vous avez ici les comparatifs des 18 ans, 12 ans et 8 ans. Donc, maintenant, on va aller sur les simulateurs. Si vous voulez trouver les liens pour les simulateurs, il est dans la description de la vidéo. On va aller là-bas sur les simulateurs pour faire justement quelques calculs intéressants. Je vais placer sur les simulateurs. Juste une petite seconde, il faut que je change d'écran ici avec vous. Voilà. Donc ici, nous sommes sur les simulateurs et tout à l'heure, je vais aller sur les backtests qui fait des tests en utilisant des données réelles de marché. OK? Donc ici, allez, on va remplir les données. Okay? Ici, ce n'est pas compris l'inflation, évidemment. C'est la rentabilité nominale, pas la rentabilité réelle. Okay? Donc, imaginons, vous allez avoir une valeur initiale. Avec ces simulateurs, comment vous allez faire? Ah, Michael, j'ai déjà 1000 € si je vais investir pour mes enfants. Donc, vous allez placer ici, sur la valeur initiale, 1000 €. OK? Sur combien d'années vous allez investir? Laissez toujours 30 ans ici. Parce que ça ne va pas changer les résultats. Vous allez voir les résultats séparés par tranche d'année ici en bas. OK? Donc, ne changez pas cette valeur ici. Je vais même changer la couleur. Comme ça, vous n'allez pas changer. OK? Combien vous allez investir mensuellement? Allez, on suppose que vous allez investir 54 € par mois. Donc, croissance annuelle de l'investissement. Ici, vous allez remplir quelque chose si vous allez augmenter les montants que vous allez investir par mois. Sur chaque année, vous allez augmenter un peu plus. Par exemple, si vous laissez 0%, ça veut dire que vous allez investir pendant 10 ans, 12 ans ou 18 ans, toujours les mêmes montants de 54 €. Si vous augmentez cette valeur ici, ça veut dire qu'à chaque année, vous allez investir un peu plus. Je vais pas augmenter ça, mais si vous voulez, dans la vie réelle, vous pouvez utiliser ça pour combattre l'inflation si vous voulez. Ah, Michael, je sais que l'inflation était de 3% cette année. Donc, à la place d'investir 54, je vais investir, allez, 1,03 multiplié par 54. Donc, je dois investir 55 et 70 centimes par mois, OK, pour en fait combattre l'inflation, cette augmentation de l'inflation. OK? Donc, je vais partir du principe que vous n'allez pas faire ça, vous allez utiliser juste la valeur, mais je recommande de faire ça pour battre l'inflation. Et ensuite, la rentabilité de votre actif. Donc, vous pouvez utiliser 2%, 3%, 5%. Je vais utiliser ici 5%. Et comme j'avais dit, vous pouvez partir du principe que vous allez augmenter ici 2,5% par exemple. OK? L'augmentation de votre épargne mensuelle pour combattre l'inflation sur le long terme. Donc ici, ce fichier, il considère déjà l'inflation. L'inflation ici, si vous voulez, je vais laisser une petite étoile. Donc, inflation, vous pouvez augmenter l'inflation ici. OK? Donc, allez, ici, vous allez sur les tableurs 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'investissement. Qu'est-ce qui arrive si vous n'avez pas une valeur initiale et vous investissez 54 € par mois? Si vous investissez 54 € par mois avec une rentabilité de 5% par an, après 15 ans d'investissement, vous avez mis dans les actifs, dans les comptes d'investissement, 9 720 €, mais vous avez à la fin un patrimoine total de 14 300. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'argent travailler pour vous. Donc ici, sur la première ligne, vous avez toujours la valeur brute investie et à la fin, les montants total. Mais quelle est la différence si donc j'ajoute l'inflation? On suppose qu'à chaque année, cette année-là, je commence en investissant 54, mais l'année prochaine, je vais investir un peu plus, 57, pour assurer que je vais rentabiliser plus que l'inflation. Donc, il suffit d'ajouter ici, par exemple, 2,5%. Hop, 2,5%. Donc, voilà. Dans ces cas, après 15 ans d'investissement, vous allez avoir une valeur brute investie de 11 600 et vous allez avoir au total 16 700 €. Donc, déjà actualisé de l'inflation parce que vous avez augmenté les montants investis justement pour combattre l'effet nocif de l'inflation. Si vous venez sur l'onglet Calcul, ici, il va montrer l'évolution de l'épargne. Donc, la première année, je vais changer la couleur ici. Okay? Comme ça, vous allez voir beaucoup mieux. Hop. Voilà. Et ici, je vais placer en bleu. Donc, ici, la première année, vous investissez 54 les premiers mois. Ensuite, plus 54, plus 54. Et la deuxième année, vous investissez 55,35. Michael, pourquoi 55,35 ici? Parce que vous avez écrit sur les premiers onglets que vous allez augmenter 2,5% par an.
Donc, à chaque année qui passe ici, vous allez avoir une augmentation de 2% et demi. On suppose que vous investissez pendant une période de 15 ans. Donc, à la fin de la 15e année, vous n'allez pas investir 54, vous allez investir 96 et 30 centimes. OK? Donc, voilà, ici, c'est avec la valeur d'inflation, si vous voulez actualiser sur la simulation. Ça marche? Et donc, on doit être réaliste ici. OK, Michael, mais où je vais trouver des rentabilités qui est plus élevées que 2 ou 3%? Vous allez trouver dans l'immobilier, vous allez trouver dans les investissements dans la bourse, vous allez trouver sur plusieurs actifs qui ne sont pas les comptes d'épargne classiques. OK? Si vous investissez avec des ETF, des stratégies à dividendes, des small cap, peu importe les stratégies que vous investissez en bourse, si ça soit bien diversifié, la rentabilité historique va rester déjà réelle en considérant l'inflation, va rester entre 4 et 8%. Mais où je peux trouver ça et comment je peux faire ça de la manière la plus facile possible? Bon, là, je vais vous montrer encore aujourd'hui et sur les prochains épisodes aussi. Avant d'avancer, je vais faire une autre simulation avec vous ici. On suppose qu'à la place d'investir 54, vous allez investir... Allez, on va continuer avec 54, mais vous avez, je ne sais pas, 1000 € à côté que vous pouvez déjà placer pour vos enfants. 1000 € à côté. Donc, regardez, à la fin de la 15e année, avec la simulation qu'on avait fait, on avait un montant total de 14 300. Mais si vous ajoutez 1000 € aujourd'hui pour commencer, vous allez terminer avec 16 300. Donc la différence ici, c'est de 2000 €. Si vous ajoutez 1000 € aujourd'hui, c'est comme si vous ajoutez 2000 € à la fin de la période d'investissement. Pourquoi? Parce que ces 1000 € vont commencer à travailler et générer des petits montants d'argent jusqu'à la fin de la période d'investissement. OK? Je vais voir si vous avez des questions pour l'instant. Julien, ma femme ne veut pas d'enfant. Elle t'écoute, tu veux pas lui dire que c'est important d'avoir un enfant pour investir. Ah Julien, là c'est compliqué. Hein? Je ne vais pas te dire que c'est important d'avoir un enfant pour investir. C'est important peut-être d'avoir un enfant pour des autres sujets qui sont importants dans la vie aussi. Et ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant, je ne vois pas des problèmes non plus. Je pense que tu dois investir indépendamment. Si tu veux avoir d'enfants ou tu ne veux pas avoir d'enfants, tu dois investir. C'est ça le plus important. Manuel, tu as posé la bonne question, Manuel. Mais quelle est la bonne enveloppe fiscale? PA qui est clôturé à notre mort ou CTO pour les enfants car ils peuvent partager les actions, les vendre, etc. On va discuter les enveloppes. Ça, c'est un sujet hyper important parce que, par exemple, si j'ai choisi les stratégies à dividendes sur un CTO, je dois payer trop d'impôts sur les dividendes. Si j'ai choisi les PA, ok, on n'a pas d'impôts et ça peut générer de la rente passive. Mais je ne peux pas faire un PA au nom des enfants. Ça sera dans les noms des parents. Donc, il y a tous ces types de nuances qu'on verra en détail. T'inquiète pas, ça c'est prévu. OK? Quel est le moyen d'âge de tes abonnés? Thibaut, normalement 30 ans d'âge. C'est la moyenne. On a déjà fait une fois la recherche. OK? PA jeune, pas avant 18 ans. Très bien, Luc. C'est exactement ça. On ne peut pas ouvrir un PA pour nos enfants s'ils n'ont pas encore 18 ans d'âge. Donc, si on veut commencer à investir pour nos enfants depuis qu'ils ont quelques mois, on peut commencer avec une assurance vie ou sinon un compte classique d'investissement. Ah, Michael, mais je peux acheter dans mon PA et après, il va faire 18 ans, je peux vendre une partie de mes actifs de PA, lui donner, comme ça, elle peut créer un PA et injecter cet argent dedans. Oui, c'est possible. Là, l'architecture et tous les schémas que vous pouvez faire avec l'argent, il y a 1 million de possibilités. Mais mon objectif, c'est de vous montrer les plus simples et les plus efficaces. Et après, vous pouvez décider avec les inconvénients et avec les avantages que je vais vous expliquer. OK? Seb, ETF sur assurance vie, oui, c'est possible, mais pas sur toutes les assurances vie. Donc, il faut savoir choisir l'assurance vie. C'est ça que je vais vous montrer aussi pendant cette série des 3 épisodes. Ah, Michel, très bonne question. Je pense que je vais faire ta simulation ici pour tout le monde regarder parce que ta question elle est vraiment très importante. Allez, on suppose la chose suivante. On a ici les 5% de rentabilité avec 54 € par mois
et je ne vais pas ajouter 1000 euros de plus. Okay? Donc, je n'ai pas ajouté 1000 euros de plus, donc je vais écrire ici 100 000 euros. 100 000 euros, on va trouver après 15 ans 14 300. OK? Si j'ajoute 100 000 euros et sans inflation. OK? Maintenant, je vais faire 100 000 euros avec inflation. Donc, je vais ajouter ici, par exemple, 2,5%. Je vais, de ma poche, je vais faire l'effort pour investir plus, justement pour combattre l'inflation. Si j'ajoute une épargne de 2,5% de plus par 1, ça va donner 16 700. Donc, 16 700. Donc ici, nous avons une sacrée différence. Maintenant, on va voir avec 1000 euros et sans inflation. Et ensuite, avec 1000 euros et inflation. Comme ça, on va répondre à ta question et on va pouvoir analyser. OK? Donc, avec 1000 euros, allez, on va ajouter 1000 euros maintenant sans avoir une augmentation à cause de l'inflation. Donc, après 15 ans, on a 16 300. OK? Et avec les 2,5% que vous allez investir par mois de plus, évidemment, vous pouvez avoir aussi la rentabilité plus élevée. Vous pouvez chercher un actif plus rentable, mais ça va augmenter aussi les risques de portefeuille. Donc, je préfère, et la recommandation que je donne, surtout que l'épargne ici n'est pas élevée, c'est beaucoup mieux d'augmenter 2,5% sur l'épargne mensuelle, parce que ça va aller de 54 à 57, que simplement essayer de chercher 2,5% de plus sur la rentabilité annualisée. Et donc, pour ça, on doit chercher des actifs qui rentabilisent plus. Et normalement non, c'est par définition, si on augmente la possibilité de rentabiliser plus, on augmente aussi les risques. Donc, avec l'inflation ici, on a 18 700. Donc, vous voyez que 100 000 euros et sans l'inflation, on a les cas théoriques, parce qu'on doit considérer l'inflation, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'on a 14 000 euros dans la valeur d'aujourd'hui, sans actualiser pour l'inflation. Si on va faire l'actualisation avec l'inflation, on doit avoir 16 700. OK? 16 700 va avoir les mêmes pouvoirs d'achat en fait que 14 300 euros aujourd'hui. OK? Et donc, si je considère 1000 euros de plus, ça monte à 16 300. Mais évidemment, il faut que je considère l'inflation, ça va monter à 18 700. Donc, dans les cas que je considère 1000 euros de plus, 18 700 d'ici quelques années, c'est la même chose qu'avoir 16 300 aujourd'hui. Donc, ça répond à ta question. Si tu veux considérer l'inflation, c'est que tu dois considérer, je recommande d'augmenter un peu les investissements mensuels avec 2,5%, maximum 3%, parce que dans la moyenne, ça va rester maximum avec cette valeur. Et comme ça, tu as des valeurs réalistes de combien va valoir l'épargne de vos enfants. OK? Michel, s'il y a de l'inflation, la valeur de patrimoine est diminuée en absolu. Exactement comme ça. Par exemple, ici, on a vu dans les sens inverses. En fait, si je considère l'inflation, je vais terminer avec 18 700. Mais en fait, ces 18 700 aura les pouvoirs d'achat des 16 300. Tu vois, c'est dans l'autre sens que si je parle ça différemment, je vais dire 16 300 euros épargnés aujourd'hui. C'est la même chose en fait. Je dois en fait accumuler un peu plus pour que ça puisse avoir les mêmes pouvoirs d'achat. Je dois avoir 18 700. Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que j'ai tout mélangé dans votre tête? C'est bien clair ici qu'on doit en fait ajouter la ligne de l'inflation pour trouver une valeur plus importante. Comme ça, je sais que cette valeur plus importante, en fait, aura une valeur plus petite dans la vie réelle parce qu'il y aura l'inflation inclus ici. C'est bon? Je vais actualiser les chats. On a toujours un petit délai. Hop, je reviens sur la présentation pendant que vous répondez si tout se passe bien ou pas. Hop, je pense que c'est bon.
Je pense que vous voyez mon écran déjà. J'actualise. Oui, très clair, clair, merci. Ok, donc parfait. Je vais même laisser les petits calculs que j'ai fait sur les simulateurs. Je vais laisser là-bas, comme ça, si vous allez télécharger, il sera actualisé. N'oubliez pas que ça ne sert à rien de me demander accès au fichier. Vous devez aller sur les menus en haut à gauche, fichier, ensuite créer une copie. Vous devez faire les logins, vous devez être connecté sur votre compte Gmail. Et donc, avec votre compte Gmail, vous allez cliquer sur fichier, créer une copie. Avec la copie, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les fichiers. Les fichiers sera à vous. J'ai besoin de garder un fichier de base sur mon drive. Comme ça, tout le monde peut les copier. Je ne peux pas autoriser la modification par tout le monde. Sinon, tout le monde va modifier les mêmes fichiers. Ça marche? Très bien. Des très bonnes questions posées par des collègues. C'est toujours intéressant. Comme ça, on peut avancer et tout le monde comprend encore mieux le sujet. Donc, quelle est la valeur de rentabilité réaliste avec un risque maîtrisé? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce qu'il y a, ok, je peux calculer avec 5, 4, 6, 8. En considérant l'inflation, je considère combien? Bon, allez, on va aller, je vais vous montrer une chose importante maintenant. Avant de parler de la rentabilité la plus réaliste, quels actifs, etc. Je vais aller sur les sites Corvo, Backtest Corvo, ok? Je vais partager mon écran avec vous à nouveau. Donc ici, nous sommes sur les sites corvo.eu/backtest. Okay? Sur ces sites, on peut choisir des ETF et des indices pour simuler dans la vraie vie ce qui arrivait dans les marchés. Okay? Donc, je vais augmenter ici un peu l'écran. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Et donc, je vais par exemple choisir l'ETF Monde. C'est l'actif le plus diversifié qu'on a et qu'on peut trouver dans certaines assurances vie que je vais vous recommander après. Déjà, je laisse bien clair que j'ai aucun partenariat, je ne reçois aucun centime des assurances vie que je vais citer sur cet épisode et sur les prochains épisodes aussi. Okay? Bon, qu'est-ce qu'on trouve ici? Si j'ai choisi l'ETF Amundi MSCI World, c'est un ETF qui investit sur toutes les sociétés du monde entier, des pays développés. Elle a un total expense ratio de 0,38, ça veut dire que je paye 0,38% par an à Amundi, car ils ont créé ces paniers, donc ce sont les frais de garde. 0,38, ça veut dire si vous investissez 1000 €, ils vont prendre 3,80 € par an parce que vous investissez sur un panier qu'ils managent, c'est normal. Okay? Je vais même actualiser ici la transaction fee, donc ça veut dire combien ça coûte chaque transaction. Allez, je vais placer 1 €, 1,50 €. Et ici, nous pouvons simuler des données qui vont de 1978, de décembre 1978 jusqu'à avril 2023. Donc, nous avons une période ici de 55 ans des périodes d'études. Nous pouvons choisir un seul investissement fait dans un seul coup ou sinon des achats récurrents. Je vais savoir d'abord si vous arrivez à voir bien mon écran maintenant. Je vais actualiser ici. Hop, je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Vous voyez bien mon écran. Ok? Donc voilà, ici vous pouvez choisir one-off amount, recurrent. Donc vous pouvez choisir ici soit des achats récurrents, soit un seul achat. Donc allez, on suppose que je vais faire un investissement. Quelqu'un a investi 1000 €, pardon, en décembre 1978 jusqu'à 2023. Ça donnait quoi? Ça, c'est la courbe de l'investissement. Ici en bas, quelqu'un qui a investi 1000 € en 1978 termine aujourd'hui avec 78 000 €. Donc, une multiplication des capital ici par 77 fois. Ça donne 10,35 de rentabilité annualisée. Évidemment qu'il y a des années où le marché est tombé, des mois que le marché est tombé, mais dans la moyenne, le marché est monté de 10,35. Et faites attention maintenant. Faites attention. Maintenant, à la place de choisir un seul achat, je vais choisir achat récurrent. Quelqu'un qui a investi 200 € par mois, à chaque mois. Donc ici, ça donne la courbe un peu plus atténuée car la personne elle a pu acheter pendant les périodes de baisse.
et ça donne 5,63% de rentabilité. Et maintenant, je vais vous poser cette question. Pourquoi quelqu'un qui a fait un seul achat, il a 10,30% de rentabilité par an? Pourquoi quelqu'un qui a fait des achats réguliers pendant toute cette période, il a fait 5,63% de rentabilité? Pourquoi cette différence énorme de rentabilité? Peut-être certains parmi vous qui font des investissements en ETF, etc., n'ont jamais rendu compte de cette différence. Et je vais aller sur une période plus actuelle pour vous montrer que ça donne plutôt la même chose. Allez, on va aller de 2008 jusqu'à 2023. Avril. 15 ans de période d'investissement. Allez, on va faire recurrent. On va investir 54 € par mois, comme on avait simulé tout à l'heure. OK? Avec des achats réguliers, ça donne 5,87% d'intérêt composé. Mais quelqu'un qui fait, par exemple, imaginez quelqu'un qui fait un achat de 54 pendant 15 ans, multiplié par 12 mois, cette personne elle investit 9 720 €. OK? 7 720. Hop, je vais copier ici. Donc, imaginez quelqu'un qui fait un seul achat avec ces montants-là, 9 720. Avec un seul achat, la rentabilité, c'est de 9% par an. Pourquoi, si j'ai fait des achats récurrents de 54 €, ce qui donne les mêmes montants, j'ai toujours, je ne peux pas dire toujours, mais 95% des fois, j'ai une rentabilité annualisée plus petite ici. Je vais voir vos réponses maintenant. Elio a répondu achat à la hausse comme à la baisse. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des autres avis par rapport à cette différence? Pourquoi faire 9 720 € d'achat, mais régulier, 54 € par mois, ça donne 5,6% de rentabilité par an. Mais si je prends ces montants total de 9 720 dans un seul coup, et si j'investis ça en 2008 jusqu'à 2023, pourquoi ça donne 9% de rentabilité par an? Mansour a dit parce qu'il a acheté au plus bas étant donné que la bourse monte sur les longs termes. Ça, c'est un point de vue intéressant, mais ça, c'est vrai. On a acheté sur un point donné de marché et après, sur les longs termes, les marchés montent sur les longs termes, évidemment, et donc nous avons une rentabilité plus élevée. Les marchés montent dans les frais, dans les temps. Sophie a écrit les frais. Ouais, mais les frais ici sont négligeables, Sophie, parce qu'on a 1,50 € par transaction. Donc, c'est vrai que ça pèse sur 54 € investis par mois dans ces cas, mais ce n'est pas ça la principale différence. Si je mets allez, 50 centimes par exemple, ça ne va pas changer énormément les résultats. Ça va donner plutôt la même chose. Une différence de 0,2, 0,3% par an au total. OK? Je vais placer ici 1,50 quand même. Normal, les intérêts composés fonctionnent dès le début avec l'investissement initial. Ah, c'est ça la réponse que j'ai cherchée. Les autres ont donné des bonnes réponses, mais Cyril a fait un commentaire ici que beaucoup de gens ne réfléchissent pas par rapport à quelque chose qui est logique, mais c'est un peu caché en fait. Imaginez la chose suivante. J'ai investi 10 000 € en 2008. 10 000 € commencent à rentabiliser depuis les premiers jours. À chaque année qui passe, 1000 € rentabilise. Donc, si je gagne 10%, je gagne 10% par rapport aux 1000. Donc, je vais avoir 1100. Après, en 2009, si je gagne 30%, je vais gagner 30% par rapport à 1100. Donc, depuis le début, les montants total rentabilisent. Mais si j'ai fait des achats réguliers, faites attention maintenant, s'il vous plaît. Faites attention. Si j'ai fait des achats réguliers entre 2008 et 2023, les 54 € que j'ai investis en 2008, ça commence à rentabiliser pendant 15 ans.
Mais l'argent, les 54 € que j'ai investi en 2018 jusqu'à 2023, que c'est la date finale, il va rentabiliser pendant 5 ans seulement. Donc, chaque mois que j'ai fait des investissements, les mois que j'ai fait d'investissement, ça va rentabiliser jusqu'à 2023. Donc, les derniers achats, les achats que j'ai fait en 2020, 2021, 2022, 2023, vont avoir peu de temps de rentabilisation. Ça veut dire qu'ils ne vont pas rentabiliser pendant des longues périodes. Donc, les derniers achats ne vont pas avoir un intérêt composé, ne vont pas faire un effet boule de neige comme les premiers achats que j'ai faits. C'est pour ça que les achats réguliers ne vont jamais arriver au niveau d'un seul achat. Évidemment, les problèmes avec un seul achat, c'est si j'achète au pic de marché, au pire moment de marché. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé de faire un seul achat. Les recommandé, c'est de faire des achats réguliers. Évidemment que pendant les crises, on va stimuler, on va inciter les investisseurs de long terme à acheter encore plus parce que normalement, pendant les périodes des crises, c'est où on va trouver les meilleures opportunités d'investissement. Je vais changer la date d'investissement ici. Pour ne pas biaiser les résultats, je vais aller les années 90 jusqu'à 2005. Donc là, vous avez une rentabilité de presque 3% de rentabilité par an parce que c'était une période horrible. J'ai pris ici, pas par hasard, une période mauvaise de marché. Et quelqu'un qui a fait un seul achat avec 9720, il a fait 7,18. Donc, vous avez une différence assez importante de quelqu'un qui peut placer à un certain moment depuis le début. C'est pour ça que si vous avez un argent qui dort à côté, un argent qui est sur des fonds euros, un argent sur les livrets A, et vous pouvez placer ça au début, ça contribue énormément à la rentabilité finale. Okay? Donc, je vais revenir sur la présentation pour vous parler des autres sujets qui sont aussi importants. Ok, donc ça doit rester clair dans votre tête. Par exemple, quelqu'un dit « Ah oui, les ETF Monde Momentum a fait 12% par an depuis 1914. Après des années 90, je sais pas. Ok, les années 1994 ou sinon 90. Mais quelqu'un qui a fait des achats réguliers ne va pas avoir la même rentabilité parce que les derniers achats n'ont pas rentabilisé pendant 30 ans. Seulement les premiers achats. Donc, la rentabilité d'un seul achat, c'est différent de la rentabilité sur des achats réguliers sur les mêmes actifs. OK? Je vais actualiser les chats. Allez, donc je vais aller sur la présentation. Donc ici, vous avez l'ETF Monde classique, qui c'est un des actifs qui résume beaucoup des sociétés du monde entier, comme j'avais montré tout à l'heure. Et ici, nous avons la rentabilité depuis les années 2000. Depuis les années 2000, la rentabilité est 5,12. Et pourquoi la rentabilité elle est horrible en commençant par les années 2000? Parce que dans les années 2000, on a eu la bulle de l'Internet. Ensuite, en 2007-2008, on a eu la crise des subprimes. Et après, on a eu plusieurs petites crises. Donc, commencer dans les années 2000 pour étudier cet ETF, on va les biaiser dans les cas pessimistes plutôt. Si vous regardez les 10 dernières années, il a fait 10,73, même avec la pandémie qu'on a vécue en 2020. Donc, vous avez un cas de long terme en prenant les pires momentum possibles, ça donne 5,12% de rentabilité. Et dans les meilleurs cas, avec les marchés haussiers entre les années 2010 et 2020, on a passé par la crise de la pandémie, ensuite les marchés ont bien récupéré, on a 10,73%. Donc ça, ce sont les niveaux de rentabilité réalistes pour quelqu'un qui fait un seul achat. Mais ensuite, on a ici quelques données importantes. La rentabilité avec le CTTF Monde, avec un achat seul, ça varie entre 6,5 et 10%. LS, ça veut dire lump sum, ça veut dire un achat unique. Entre 4,5% et 6,5% si vous faites des achats réguliers sur le long terme. Donc ici, vous allez chercher une rentabilité moins élevée, mais évidemment, si vous n'avez pas l'argent pour placer dans un seul coup, c'est le mieux à faire, c'est d'investir pendant une longue période et surtout que vous diminuez énormément les risques avec les crises si vous faites des achats réguliers pendant cette période.
Donc, quels sont les actifs à choisir? Quels sont les meilleurs types de comptes? Comment investir? Quels sont les risques d'investir avec cet ETF? Est-ce que le Nasdaq est mieux que l'SP500? Est-ce que l'ETF Monde est mieux? Est-ce qu'il faut choisir 2 ou 3 ETF? Est-ce qu'il faut avoir une stratégie à dividende, par exemple? Il y a plusieurs questions qu'on doit répondre. Donc, on va partir de quelques principes déjà. La stratégie, elle doit être simplifiée au max parce que vous faites des investissements pour vos enfants. Vous ne voulez pas jouer avec l'argent de vos enfants. Ils auront besoin de ces montants-là à un moment donné dans leur vie. Donc, la stratégie doit être simplifiée parce que vous allez passer plusieurs années avec ce portefeuille. Vous ne voulez pas un casse-tête. Vous voulez juste arriver à la fin du mois et faire quelques achats et laisser l'argent rentabiliser. Les risques, ils doivent être minimisés, comme j'avais dit, parce que vos enfants vont utiliser ces montants-là. On ne peut pas se permettre de jouer énormément avec ces montants qui sont destinés pour financer les études ou les débuts de la vie adulte de nos enfants. Et pour ça, évidemment, l'horizon doit être de long terme. C'est la seule manière de minimiser les risques, parce que même s'il y a une crise à la moitié du chemin ou même à la fin du chemin, ça ne va pas pénaliser votre épargne et la rentabilité totale de votre portefeuille. Donc, il y a deux stratégies plutôt qui s'adaptent à ces critères qu'on a vus. C'est la stratégie des rentes passives avec les ETF ou une stratégie simple avec des dividendes. Une stratégie active simple avec des dividendes. Mais quand même, il y a des avantages et inconvénients sur chaque stratégie choisie. Si on choisit les stratégies à ETF, on peut acheter dans une assurance vie, on peut acheter avec un PEA des parents ou sinon dans un CTO. Si on fait la séparation, l'assurance vie peut être créée dans les noms au nom de l'enfant ou au nom des parents. Je recommande faire au nom des enfants déjà. Si vous faites avec un PA, un investissement avec des ETF, ça sera sûrement sur les comptes des parents. Si vous faites avec un CTO, ça sera au nom de l'enfant ou sinon des parents. J'ai choisi toujours l'option que ça reste au nom des enfants. Si vous voulez donner un cadeau à vos enfants, si vous voulez les stimuler à investir, si vous voulez expliquer ça à vos enfants, à mon avis, c'est que ça doit rester déjà au nom de vos enfants. Okay? Ah, Michael, mais j'ai choisi que ça reste à mon nom. Chacun il a sa particularité. C'est juste une recommandation. Il n'y a pas de correct ou pas correct ici. C'est juste une opinion. Okay? La stratégie à dividende elle est adaptée au PA parce que dehors du PA, l'imposition elle est assez élevée. Mais les problèmes avec les comptes PA, c'est que ça doit rester forcément chez les parents. Et à un moment donné, si vous avez besoin de vendre les actifs pour donner à vos enfants, vous allez payer l'imposition. Ok, c'est sur les PA, l'imposition elle est allégée, c'est une imposition qui n'est pas assez importante, mais quand même, vous allez payer des impôts pour retirer cet argent et ensuite placer sur un PA de vos enfants. Donc, vous voyez ici que tout ça nous ramène, si on veut une stratégie simplifiée, risque minimisé avec un horizon de long terme, ça nous ramène à des stratégies, ETF ou dividendes simplifiés. Et si on va donc analyser chaque type de compte disponible pour investir pour les enfants, on voit que pour l'instant, l'assurance vie a un gros avantage. On peut, après 8 ans d'investissement, se bénéficier des avantages fiscaux. On peut investir sur des fonds héros, on peut investir sur des fonds immobiliers, on peut investir sur des fonds d'investissement, on peut acheter des actions et on peut acheter des ETF. Comme j'avais déjà dit, ce ne sont pas toutes les assurances vie qui permettent d'acheter des ETF, mais il y a des bonnes assurances vie qui permettent d'acheter des ETF et des actions. Un exemple, c'est Linksea Spirit 2. C'est celle-là que normalement je recommande à la majorité de mes clients. C'est une assurance vie que vous pouvez acheter des ETF, des actions, des fonds d'investissement, etc. de manière facile. Ce ne sont pas toutes les actions de marché qui sont disponibles. Normalement, ce sont les principales sociétés américaines et les sociétés du CAC 40. Mais pour les ETF, vous avez une gamme de 40 ou 50 ETF à choisir. Donc, normalement, si vous voulez simplifier et faire de manière passive les investissements, l'assurance vie, c'est le meilleur schéma. Okay? Bon, et après, ça reste des autres questions. Quelle est la meilleure assurance vie? Comment la créer? Comment ça fonctionne? Et comment payer moins d'impôts même avec l'assurance vie? Quels sont les inconvénients et avantages pour les PA si vous voulez quand même investir en utilisant vos PA? Quelle est l'imposition totale? Les portefeuilles d'ETF, est-ce que j'ai choisi un ETF simple, ETF Monde, un ETF SP500? Je mélange 2 ou 3 ETF. Quel est le management de ces portefeuilles? Pendant les pertes, j'ai fait quoi si les marchés baissent? Pendant les hausses du marché, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des questions importantes. On est déjà là ensemble, heureusement, 1h10.
mais je ne peux pas faire un live des 3 heures. Personne n'arrive à être concentré et faire attention pendant 3 heures sur un live. 1h30, ça va, mais 3 heures, ça fait lourd pour moi aussi. Je suis en train de parler sans arrêt pendant toute cette période. C'est pour ça qu'on a séparé sur 3 épisodes. Aujourd'hui, on va terminer là. On a vu l'inflation, l'importance d'investir pour combattre l'inflation, d'augmenter l'épargne mensuelle d'investissement. On a vu la différence d'un achat simple, d'un achat régulier, la différence des rentabilités que ça donne. On a vu que la rentabilité, on a vu que les principes des bases, horizon des long terme, portefeuille simplifié, on va trouver dans les mondes des ETF. Et les ETF, on peut acheter un peu partout. Mais l'assurance vie, c'est celui qui match mieux avec cette stratégie. Mais comment ça fonctionne l'assurance vie, quels sont les meilleurs, quelle est l'imposition, quel est le management, on verra sur les prochains épisodes. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous avez 100 € offerts si vous faites la préinscription pour ma formation Insider. La formation, il y aura des places dans 15 jours. Si vous faites la préinscription, ça nous évite de faire des publicités sur YouTube, sur Facebook. Ça nous évite de donc parler de sujet tous les temps. Si vous faites votre préinscription et vous faites déjà, quand les liens vont sortir chez vous, vous pouvez faire l'inscription et faire partie de l'Insider. On va avoir 50 personnes dedans, c'est fini. On commence donc les lives privés avec les gens qui sont dedans. On commence à répondre les questions. Donc c'est pour ça qu'on incite les gens à faire la préinscription. C'est plus facile pour vous, vous avez des réductions. Et pour nous aussi, moi et mon équipe, on peut gérer beaucoup plus facilement. Dès qu'on a les 50 inscrits, c'est bon, on commence déjà les sujets, les lives privés, etc. Okay? N'oubliez pas de faire votre préinscription, les liens sont dans la description de la vidéo, sinon sur clubdesvaleurs.com. Mes amis investisseurs, merci d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à répondre encore, mais comme vous avez vu, j'aime bien passer sur chaque sujet, sur chaque partie, répondre aux questions, laisser les choses bien claires, surtout avec les pouvoirs de l'inflation sur les investissements, surtout sur la rentabilité réelle qu'on peut avoir, surtout pour les stratégies et l'enveloppe fiscale à choisir. Ok? Donc, vous avez les liens du simulateur dans la description de la vidéo également. Et on va se voir ici mercredi à 20h pour le 2e épisode et le 3e épisode le vendredi à 20h également. Ok? Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser les likes sur la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager avec vos amis. Si vous avez une question que je n'ai pas répondu sur les chats, parce que c'est difficile d'expliquer les sujets et regarder toutes les questions sur les chats, parfois ça passe très vite. Je vais clôturer les lives maintenant, donc les chats vont disparaître et vous allez voir les commentaires disponibles sous la vidéo. Donc en dessous de la vidéo, vous pouvez commenter, poser vos questions. Moi et mon équipe, on va faire le maximum possible pour répondre tout le monde comme toujours. Ok? Mes amis investisseurs, merci pour tout. Excellente soirée à tout le monde. On se voit très bientôt sur les lives des mercredis.